ce soir donc pour cette conférence pendant un peu plus de 45 minutes, parce qu'on est un peu en retard, excusez-nous. À la fois en présentiel et en ligne, on va vous présenter une thématique qui sera animée par Emmanuel Piketty, notre responsable finance chez Conto, qui du coup est la personne la plus à même de nous présenter ce sujet ce soir. Et il sera accompagné de Hugo Benz et Christelle Armette, que vous connaissez peut-être, mais à qui je vais laisser le soin de présenter. Voilà, merci Emmanuel. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle effectivement Emmanuel Piketty, je suis responsable financier chez Conto. Plus précisément, je suis en charge des fonctions centrales financières de Conto et de ses filiales. Et j'ai eu une expérience d'un peu plus de 18 ans maintenant, notamment dans diverses directions financières, notamment dans un groupe de services qui s'appelle le groupe Téléperformance. Je suis chez Conto depuis début janvier 2024. Voilà. Et donc j'ai le plaisir d'animer cette conférence dédiée au sujet qui est indiqué ici: comment les technologies financières facilitent la gestion entre dirigeants de TPE, PME et services financiers. Alors par service financier, ce qu'on peut employer aussi comme expression, c'est vraiment la fonction finance au sens large. Elle peut prendre différentes formes selon la taille, la structure de la société. Je pense qu'il y a différents types de tailles de société ici qui sont représentées, et la manière d'interagir avec la fonction finance peut vraiment varier. Et ici, nous avons deux personnes qui vont pouvoir nous éclairer aussi là-dessus. Alors chez Conto, on connaît bien les défis auxquels vous êtes confrontés en tant que dirigeant. Donc la gestion opérationnelle et financière, bien sûr, la rentabilité et l'importance de s'appuyer sur des outils innovants et efficaces pour assurer le succès de votre entreprise. Donc à mes côtés, j'ai beaucoup de chance d'avoir à nos côtés deux personnalités, deux profils passionnants qui vont nous partager leur témoignage. Donc tout d'abord Christelle Armette, donc dirigeante de Connect All Horizon. Donc Christelle, tu as plus de 20 ans d'expérience dans différents secteurs, en banque, assurance, énergie renouvelable et bien d'autres secteurs. Tu es ancienne directrice financière spécialisée dans la transition et la croissance durable, spécialiste en conduite transversale de projets de transformation digitale. Ça me parle beaucoup, j'en ai fait aussi. Christelle, tu as acquis une expertise en conduite du changement et en gestion émotionnelle des équipes durant les périodes de transformation. Donc ça, je pense que tu vas aussi nous en parler. Et aujourd'hui, avec ton entreprise, donc Connect All Horizon, tu transmets aux managers les clés pour développer leur autonomie, monter en compétences techniques et relationnelles. Je pense que tu pourras développer sur le sujet. Et à tes côtés, nous avons Hugo Benz. Alors, un entrepreneur récidiviste, cofondateur de 6 sociétés qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, dont La Chapelle, un SaaS and Agency Studio. Donc, je ne sais pas si voilà. Donc, c'est un startup studio spécialisé dans les domaines de l'économie des créateurs, donc Creator Economy, et la création d'audience et de communautés. Donc, c'est une personnalité influente dans le système entrepreneurial, podcasteur également, youtubeur. Tu es rentré dans mon feed de réseaux sociaux, j'ai vu un de tes podcasts. Donc voilà, très, très influent. On a beaucoup de chance de vous avoir tous les deux. Et donc, on va commencer effectivement sur les défis et les opportunités de la collaboration entre les dirigeants d'entreprise et la fonction finance. Donc ici, on a vraiment deux visions. La vision du dirigeant, la vision de la fonction finance, aussi dans toute sa diversité, dans toute sa richesse, puisque Christelle, tu as pu évoluer dans diverses organisations. Moi, je vais commencer par toi, Christelle. Comment, selon toi, les équipes finance doivent s'organiser pour permettre un bon fonctionnement de l'entreprise? Quel est le rôle de l'équipe finance au sens large? Bonsoir à tous. Alors effectivement, au
au vu de mon expérience de plus de 20 ans, effectivement, mais dans des secteurs différents et des tailles d'entreprises différentes, le degré d'exigence de la fonction finance est différent, forcément dans une TPE, dans une PME ou même dans un grand groupe pour l'avoir déjà vécu. Ce qui est extrêmement important, en fait, selon moi, en tout cas, avant de parler de techniques financières pures, c'est vraiment de se rappeler que nous, en tant que financiers, on est quand même là, garant d'une pérennité d'une entreprise. Ça paraît bête, mais on est là vraiment pour traduire la vision d'une équipe dirigeante, telle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en termes d'organisation et d'interaction, en fait, de qualité d'interaction avec une équipe dirigeante, il n'y a pas en fait une bonne fonction finance, une bonne organisation, si elle ne repose pas sur vraiment une vision qui soit clairement partagée. Tu me diras ce que tu en penses, Hugo, mais dans les entreprises dans lesquelles je suis intervenue, pour avoir connu des relations totalement différentes d'un CEO à un autre, d'un dirigeant à un autre, clairement le là est donné par la clarté de la vision de l'équipe dirigeante ou du CEO. Et en termes d'organisation, effectivement, après purement opérationnel, j'ai envie de dire, effectivement, un directeur financier ne fait rien à lui seul. Comme n'importe quel finalement directeur, il faut une équipe pour pouvoir aller vraiment implémenter et mettre en œuvre une vision. Et selon moi, de mon expérience dans 5 secteurs différents, ce qui est extrêmement important et ce que j'ai envie de vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que la fonction finance est peut-être vue par certains comme une fonction plutôt poussiéreuse, on ne comprend pas trop, derrière les chiffres, qu'est-ce que ça veut dire, etc. etc. Nous, en tant que financiers, effectivement, et en tant que directrice financière, en tout cas, j'ai eu toujours l'importance, j'ai donné de l'importance à vraiment embarquer mes équipes, c'est-à-dire qu'elles soient capables d'adopter une posture qui est moins poussiéreuse que par le passé, parce que notre métier nous demande, au vu des contextes compétitifs, de marché, d'avoir beaucoup plus une posture transversale vis-à-vis des autres directions, des autres services, si vous êtes dans une TPE ou une PME. La posture du financier est extrêmement importante pour effectivement rassurer et embarquer les autres équipes. Parce que notre rôle, vraiment, c'est, dans l'organisation que l'on doit mettre en place, c'est être capable d'apporter vraiment des informations clés qui aident à la décision le dirigeant, le CEO. C'est extrêmement important pour nous d'être capable, à travers des reportings, automatisés ou non, d'être capable d'expliquer des chiffres factuels, mais également des variations. Et c'est en cela que il y a une organisation certes opérationnelle autour de processus liés sur la gestion de trésorerie, sur la comptabilité, sur le pilotage de la performance, comprendre les rentabilités, d'où elles viennent, voilà, la décomposition des marges, ok. Néanmoins, le nerf de la guerre, selon moi, d'une bonne organisation finance, c'est d'être capable d'adopter cette posture dite business partner. C'est un mot un peu franglais, mais en fait, en réalité, c'est être capable vraiment, comme je le disais au départ, d'incarner la vision du CEO et de l'équipe dirigeante, de manière en fait à driver, comment dirais-je, de traduire les actions de chacun des services à travers les variations des chiffres. Et c'est comme cela qu'en fait on peut aider, soutenir vraiment la performance, la croissance et même rectifier des erreurs qui ne correspondent pas finalement à la trajectoire que l'on s'est fixée. C'est intéressant d'avoir effectivement ta vision, et tu pourras nous parler, je pense, tout à l'heure aussi de ce qui a pu constituer à la fois des facteurs clés de succès de ce que toi tu as pu apporter et quelle est la relation gagnante avec un dirigeant. On va en parler tout à l'heure, et moi j'aimerais avoir un peu la vision d'Hugo en fait. Moi ce que j'ai cru comprendre, c'est que au moins dans une ou deux de tes entreprises et de tes aventures entrepreneuriales, tu as mis la direction financière ou le DAF ou la DAF vraiment quasiment en numéro 2 en fait, de ton organisation. Comment tu vois en fait le rôle
du directeur financier ou de la directrice financière, ou de la fonction finance, ou ça peut être un expert comptable, ça peut être un directeur financier à temps partagé. Ça peut prendre plein de formes. Comment toi tu vois cette fonction-là pour ton rôle de CEO? Eh ben écoute, c'est une bonne question, tout un programme. Déjà, moi, je voudrais juste vous remercier, de remercier Conto pour l'invitation. Ça, quand on m'a donné le sujet de base, j'ai dit oula, comment moi je vais pouvoir interagir là-dessus. Après, on s'est parlé, on s'est rassuré. Je dis, en effet, j'ai quand même pas mal de choses à raconter là-dessus. Parce que c'est vrai, moi, pour raconter vite fait l'histoire, ça fait un peu plus de 15 ans que j'entreprends. Moi, j'ai commencé par d'ailleurs une énorme défaite entrepreneuriale avec même une liquidation judiciaire pour cause de mauvaise gestion financière. Pourtant, c'était une boîte qu'on avait bien développée, qui faisait quasiment 4 millions de chiffre d'affaires, qui avait 35 salariés, mais qui paumait un max d'argent et qui, à un moment donné, est parti au tapis. Ça, c'était dans un monde un peu lointain, quand Conto n'existait pas. Donc, encore une fois, pareil, c'est pour ça que je suis très content aussi d'être ici, parce que Conto, pour nous, a un peu pas changé notre vie, mais il y a eu clairement un avant et un après sur la partie bancaire. Et surtout, moi, après cette défaite, du coup, avant 2017, je me suis déjà dit qu'on ne m'y reprendrait pas. Et je me suis dit que, ok, Hugo, t'es pas mauvais sur la partie développement, mais en fait, ça fait pas de toi un bon entrepreneur pour autant. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le but, c'est pas de vendre, le but, c'est de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut suivre sa rentabilité, il faut suivre sa trésor, il faut suivre tout ça. Et c'est pour ça que dès la deuxième aventure que j'ai eue après, donc du coup, qui est Kimono, peut-être certains d'entre vous connaissent. Kimono, ça s'écrit K-Y-M-O-N-O. C'est le numéro 1, on va dire, en France sur la partie merchandising pour les entreprises. C'est une boîte qui fait pratiquement 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a presque 50 salariés. Et ça que chez nous, notre DAF, qui s'appelle Pierre, que j'embrasse, qui est arrivé, était l'un des premiers sales chez nous, et qui très vite, quand on a commencé à grossir, naturellement, parce qu'il avait les capacités pour ça, s'est mis en fait à nous faire nos premiers tableaux, à suivre la trésorerie, à suivre la marge, parce que ça, quand on se développe, c'est vrai que c'est facile, hein. Au début, on fait tout au doigt mouillé, hein. Le but, c'est de faire le plus possible, de vendre le plus possible. On a une offre, on veut la vendre, on la produit, on revend, on la produit, on essaie de fidéliser. Mais je dirais que ça, c'est quelque chose de très facile à faire jusqu'à 800 000 euros, 1 million, 1,2 million selon les secteurs dans lesquels vous êtes. Mais très vite, gérer une boîte au doigt mouillé, en fait, ça marche pas. Moi, en tout cas, j'ai essayé de le faire, et c'est ce qui a causé ma perte. Donc c'est pour ça que Pierre, qui très naturellement s'est mis à nous gérer un peu la finance, à un moment donné, on lui a dit, bon, écoute mec, t'arrêtes de vendre, c'est bon, c'est toi notre responsable financier, et maintenant qu'on est une boîte qui est un peu plus grosse, c'est carrément notre directeur financier. Et comme tu le disais, Pierre, aujourd'hui, c'est clairement le numéro 2, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune décision stratégique chez nous qui ne se prend sur son aval. Je pense que c'est à peu près ce que tu disais tout à l'heure. Le DAF, en fait, chez nous, c'est un vrai business partner dans le sens où le CEO, nous, on a une vision, on essaie d'emporter les gens, on est garant de la culture, on est garant du développement, on est garant de tout ça. Et à un moment donné, tout ça, si tu veux grossir sereinement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui illustre ça, qui illustre ta vision, qui peut parfois être un petit peu grandiloquente. En effet, ça peut paraître terre à terre, tu me disais, ça peut paraître poussiéreux quoi, mais en fait, pour le coup, maintenant avec les outils qu'on a, c'est ultra moderne, et ça en fait, c'est infaisable sans un pilotage hyper rigoureux et hyper discipliné. Très bien, effectivement, c'est vrai que ce soit dans les TPE, PME ou dans les entreprises plus importantes, le mot, quand on parle de direction financière ou de responsable financier, c'est vraiment copilote ou gardien du temple. Et effectivement, là, c'est ce que tu viens d'indiquer. Moi, ce que j'aimerais évoquer, d'ailleurs, ça peut être l'un ou l'autre, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est quels sont les facteurs clés de succès d'une bonne collaboration justement entre ce numéro 1 et ce numéro 2, qu'est-ce qui fait que ça va marcher? Qu'est-ce qui a fait que peut-être, je ne sais pas si dans toutes tes entreprises, dans tes expériences, il y a des choses qui ont fonctionné du premier coup et qui sont des choses à faire. Est-ce qu'il y a des vrais 2 ou 3 vraiment facteurs clés de succès
qui font que ça va bien marcher. Au-delà des outils, ça peut être au niveau des outils, mais ça peut être aussi au niveau du mode de fonctionnement. Je ne sais pas si toi, Christelle, tu veux en parler ou comme vous voulez. Oui, je vais rebondir sur ce que tu disais et en même temps sur ta question, parce que bon, il y a de nombreux facteurs clés de succès, mais néanmoins, ce qui est très intéressant dans ce que Hugo partage, c'est qu'effectivement, il y a des stades en fait, des stades de développement d'une entreprise qui fait que la fonction finance va s'adapter au stade où l'entreprise est et où elle doit aller, puisqu'on a un rôle d'anticipation énorme. Ce qui fait que, ce qui est très intéressant quand tu disais qu'à un moment donné, on ne peut plus décider au doigt mouillé, mais c'est vraiment cela. C'est-à-dire que, pour moi, l'un des facteurs clés de succès, avant tout, pour que vraiment une collaboration entre un dirigeant et son directeur financier ou sa directrice financière fonctionne, c'est la relation humaine qu'il y aura entre les deux personnes. Quand je dis relation humaine, c'est un grand mot, on se dit oui, bon, ok, of course, and what? Ce qui se passe, c'est que pour avoir en fait travaillé à la fois dans des grands groupes, mais aussi dans des environnements d'hypercroissance qui sont très très rapides, où le marché change, ce que j'ai pu vivre à titre personnel, lors de levées de fonds ou même lors vraiment d'opérations exceptionnelles, de rachats ou autres, il y a en fait derrière cette relation humaine avec un CEO la capacité en fait d'être connecté en fait réellement au CEO, et pour bien le connaître, c'est important en fait d'avoir une gestion émotionnelle et une intelligence émotionnelle développée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on a des décisions stratégiques à prendre, il y a des moments, en fait, l'équipe ne le voit pas. Les collaborateurs, les salariés ne voient pas ces moments-là. Mais le CEO, ou s'il est seul, ou l'équipe dirigeante, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est seul et il est vraiment maître à bord. Et ce que j'apprécie et ce que dans mon rôle, c'est que je comprends qu'il y a un soutien émotionnel important à apporter à ce moment-là. Parce que la décision finale, quelque part, c'est lui qui doit l'avoir. Et dans certaines décisions stratégiques, l'un des facteurs clés de succès pour moi, c'est d'être capable effectivement de décoder à travers certaines émotions que peut traverser un CEO. Derrière chaque émotion, en fait, il y a un besoin réel. J'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin d'insight, j'ai besoin de données supplémentaires pour prendre ma décision. C'est ça qui aide finalement, selon moi, à construire vraiment une relation de copilote, comme tu disais, Emmanuel, entre vraiment un directeur financier qui est le garant vraiment de déployer vraiment la vision et d'apporter des informations supplémentaires pour tout simplement mieux déployer. Mais justement, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on discutait pour préparer cette conférence, Hugo, tu nous parlais de ce qui est arrivé chez Kimono, où en fait il y avait aussi un enjeu d'amener la culture financière au cœur, on va dire, des opérations, tout le monde soit au courant de voilà, quels sont les résultats, quelle est la rentabilité. Là-dessus, est-ce que la fonction finance, justement, n'a pas aussi comme fonction d'amener tout le monde, en fait, à être intéressé à la donnée financière, qui est vraiment au centre du processus décisionnel et du coup qui peut créer aussi de l'engagement? Franchement, aussi, je peux donner du coup un point de vue très opérationnel et très empirique de ça. Nous, comment ça s'est passé, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, ça s'est passé par stade. Donc, quand on a atteint le premier million, au bout d'un an et quelques, tout de suite, Pierre est devenu DAF. Déjà, premier tip que je peux donner, c'est que tout de suite aussi, on l'a intéressé à la boîte. Comme ça, on s'est dit, directement, il est skin in the game, c'est-à-dire que, du coup, il est, involved, comme on dit en français, du coup, il est impliqué, voilà. Il est impliqué directement, c'est-à-dire que, voilà, il est tout de suite, ce qu'il va faire, ça vaut aussi pour lui, pour le développement de son asset qui sont ses parts dans la boîte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la mise en place d'énormément de routines. C'est-à-dire que nous, encore une fois, avec la partie financière, on a des routines qui sont
bi-hebdomadaires, une le lundi, une le vendredi, où on fait un point sur tous les chiffres, parce que ça, encore une fois, moi, si le facteur clé de, alors pas de succès, mais du coup de défaite que j'ai eu dans ma première expérience, c'est que tout ce qui était concerné les chiffres, je sentais qu'il y avait quelque chose qui sentait mauvais, mais voilà, comme j'avais pas de DAF, j'avais même pas de RAF, c'était quelque chose que je mettais un peu en dessous le tapis en me disant c'est un décalage, dans tous les cas on est en croissance, on a de plus en plus de clients, on fait de plus en plus de chiffre d'affaires, on est de plus en plus connu, tout va bien. Et donc ça voilà, c'est vraiment une chose que maintenant on a mis en place pendant toutes les boîtes qu'on a montées après, c'est-à-dire c'est déjà de faire des routines. Alors nous c'est bi-hebdomadaire, mais ça peut être hebdomadaire. Ensuite c'est encore une fois, c'est faire en sorte que le DAF, c'est le premier interlocuteur de nos experts comptables, de notre avocat, de notre banquier, c'est-à-dire qu'en fait il a vraiment une vision 360 de la boîte. Et du coup, pour aller plus loin et pour répondre à ta question, c'est que nous, cette vision 360, on a même décidé, et c'est culturel chez nous, je pense que c'est culturel dans beaucoup de startups aujourd'hui, c'est qu'elle est véhiculée de manière 360, de manière hyper transparente. Et ça que je te racontais, cette anecdote, c'est que nous, par exemple, on n'a pas toujours été rentable. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fin de trimestre et à chaque fin d'année, quand on fait nos points, on monte les chiffres, les gens ils voient qu'il y a du rouge, ils voient que dans ce qu'on espère, dans les expectations, on essaye d'être vert. Et justement, nous, on a donné même un nom, par exemple à cette année, qui est l'année 2024. Le nom de code de l'année, c'est la Green Life. C'est-à-dire, nous, ce qu'on va chercher cette année, c'est la rentabilité, c'est notre vision en tant que CEO. Voici notre DAF qui, du coup, est garant de ça et va vous montrer tous les chiffres. Toutes les semaines, vous les avez. Et le jour où on sera à Green, en fait, ce ne sera pas la réussite du CEO, de l'équipe dirigeante ou du DAF, ce sera la réussite de tout le monde. Et vous voyez, on y est arrivé et on a fait une green party où tout le monde est arrivé en vert, il y avait des ballons verts partout, on a bu que les trucs verts, donc c'était Jet 27 à foison. Et vous voyez comme quoi, c'est très culturel, cette transparence financière qu'on a et qui, encore une fois, aujourd'hui, fait de Kimono un facteur clé de succès. Et ce que je mets en place dans le Startup Studio que j'ai monté il y a un an, qui s'appelle La Chapelle, des choses que je n'avais pas faites dans cette première boîte que j'avais montée il y a un peu plus de 10 ans. Très bien. Alors on a parlé effectivement des facteurs clés de succès et parfois, tu as parlé d'échecs passés, il y a quelques années, maintenant c'est plus... On sent que c'est pas cicatrisé. Hein. Voilà, le traumatisme est toujours là. Et en fait, toi Christelle, je pense que tu as vu pas mal de typologies d'entreprises et aussi de modes de gouvernance de la part des dirigeants, de la manière dont ils interagissent avec la fonction finance, et tu as dû voir certainement des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné. Selon toi, quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Et j'allais dire, depuis tout à l'heure, en fait, il y a un point, on parle beaucoup d'humain, effectivement, c'est très important, de ce côté émotionnel, et aussi de cette qualité humaine de la relation entre ces deux fonctions. On n'a pas beaucoup parlé de technologie financière, parce qu'en fait, le truc, c'est que plus la boîte est petite, plus elle va justement avoir besoin d'utiliser les technologies financières, les outils, pour, on va dire, faire les choses de la manière la moins manuelle possible. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, et aussi de l'utilisation des outils financiers dans cette relation qu'on a évoquée depuis le début? Oui, donc c'est vrai que je vais rebondir à la fois sur un facteur clé de succès qui après génère aussi des erreurs à ne pas commettre. Mais une chose qui est très importante, c'est de comprendre que être effectivement un bon communicant en tant que financier, c'est extrêmement important, surtout en fonction de la culture financière que vous aurez personnellement en tant que CEO ou dirigeant. Parce que bien sûr, tout le monde n'a pas cette casquette financière en tant que CEO et dirigeant, et donc c'est normal que les équipes soient clairement éduquées à comprendre leurs propres chiffres, leur propre progression. Et c'est extrêmement important en fait de ne pas commettre l'erreur en tant que financier, de ne pas s'adresser, se mettre à la hauteur
d'un non financier, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un devoir, selon moi, pédagogique, qui n'appartient qu'aux financiers, de se mettre effectivement à la hauteur des actions de chacune des équipes pour lui expliquer cette variation, comment elle a été construite. Parce qu'en réalité, c'est le financier qui l'a construit derrière ces tableaux Excel, parce que souvent, c'est encore des tableurs Excel qui existent dans les TPE et les PME. Néanmoins, l'une des erreurs, effectivement, qui pour moi aujourd'hui est fondamentale après avoir piloté vraiment des transformations dans différentes entreprises, j'ai vraiment conduit des transformations digitales, techniques importantes qui impactaient à la fois des dirigeants mais aussi des utilisateurs finaux. Et ce qui est dommageable, c'est la posture, en fait, c'est de faire l'erreur de s'affranchir en fait de la technologie. Parce qu'on vit dans un monde maintenant où les marchés vont tellement vite, il y a des changements de plus en plus importants. Là, on rentre vraiment dans une transition durable, mais qui impacte les business models. Et il va falloir s'y préparer. La course à la performance financière, cette ère est bientôt révolue. On va nous demander, à nous financiers, de faire de la performance globale, de la performance durable. C'est-à-dire qu'elle intègre à la fois de la performance financière, mais aussi de la performance durable. Et ça, c'est d'autres indicateurs. Et ces indicateurs-là, en réalité, aujourd'hui, faire l'erreur de s'affranchir de la technologie, c'est, désolé de le dire, mais c'est dommageable pour la pérennité future de votre entreprise. Alors, vous avez le temps. Néanmoins, pensez-y. Parce que tout le monde n'a pas la même appétence à la technologie. Pour avoir drivé vraiment des projets, des grandes transformations d'entreprise, au début, j'étais très outil. Bon, il faut le meilleur outil. Bon, il faut trouver les meilleurs process pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il a à faire, quand exactement. Ben, en réalité, les dernières transformations, pour moi, c'était vraiment de l'humain avant tout. Parce que les résistances au changement sont tellement importantes lorsqu'on a des projets à implémenter, des changements mineurs à effectuer. Alors, je ne vous parle même pas d'une transformation. Ce qui fait que, aujourd'hui, s'affranchir vraiment de la technologie dans son quotidien pour prendre de meilleures décisions avec effectivement ses équipes ou avec les dirigeants, c'est crucial. C'est crucial de ne pas passer à côté. Alors justement, en parlant de technologie, en fait, je pense que notamment quand on est encore soit une micro-entreprise, une TPE, une PME, il y a ce moment où en fait on ne va pas forcément avoir énormément de ressources en termes de nombre de personnes dans la fonction finance et où en fait souvent la personne de la fonction finance ça va être un financier ou alors même quelqu'un d'externalisé et donc il va y avoir une très forte dépendance par rapport justement à ces outils. Alors on va parler de Conto un petit peu parce que Hugo, toi tu as connu un petit peu l'avant Conto et l'après Conto, c'est-à-dire que j'en ai encore des frissons quand j'y repense. Oui, et en fait, donc la question parce que bon, moi je travaille chez Conto, mais je suis pas un entrepreneur, donc j'ai jamais connu ces frissons, ces frissons du début et le côté difficile ou facile de créer une entreprise et de commencer à se développer et avoir une vision sur ce qu'on est en train de construire en fait, en termes de performance financière et de vision sur son compte pro, etc. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté, on va dire, quasiment du jour au lendemain, parce que je pense que tu as fait partie des premiers utilisateurs. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, qu'est-ce qui a le plus changé un petit peu ta vie et la vie de ta fonction finance de ce point de vue-là? Bah ça, quand je regarde tout le monde, là, je pense qu'on est un peu tous concernés. On a connu l'entrepreneuriat avant 2015, c'est-à-dire avant l'ère des Conto, des Payfit, des Alan, c'est-à-dire qu'on a connu l'immatriculation d'une société directement avec son expert comptable, ensuite prendre rendez-vous avec son banquier, et ensuite il faut faire venir le capital social sur le compte, il faut avoir la preuve de virement qu'on reçoit par courrier, et
bref, un enfer, quoi. Des choses qu'on fait maintenant en 10 minutes, avant ça prenait une semaine. Donc déjà, c'est la première chose. Et en fait, après, voilà, c'est rien que pour le développement et le départ de la boîte, et après le développement au quotidien, c'est juste que quand on est CEO, et surtout quand on démarre, et après quand on développe, bah, en fait, tout le temps qu'on ne passe pas à servir sa vision, à vendre, à recruter, à manager, à réfléchir à sa stratégie, bah, c'est du temps qui est perdu. Et pareil pour les équipes. Aujourd'hui, quand on a une personne qui peut faire ce que faisaient 2 personnes, enfin une personne et par exemple un junior ou un stagiaire avant, bah, encore une fois, c'est des économies de fait, c'est de la visibilité qui est beaucoup plus simple. Une fois, moi je ne vais pas me cacher, hein, à l'époque, si je me suis viandé, c'est en grande partie de ma faute. Et c'est sûr que si j'avais eu peut-être des meilleurs outils, ou en tout cas quelqu'un pour me les montrer et s'en servir, parce que moi j'ai eu la flemme de mettre le nez dedans, parce que c'est pas quand ta boîte a fait 3,5 millions bah, qu'il faut commencer à faire du contrôle de gestion. Pour moi, voilà, c'était tout ce qui était mis sous le tapis, c'était beaucoup trop gros pour moi. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je dis pas qu'en 3 clics c'est réglé, parce que loin de là, c'est quand même un vrai travail, mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible, même pour les gens comme moi, qui sont pas des fadas des chiffres de base, tu vois. Et j'ajouterais quelque chose, parce que pour revenir sur le passé, bon, je dirais pas mon âge, mais la fonction financière, c'était directeur administratif et financier à la base, hein. Administratif. Et j'attire votre attention sur le fait que, effectivement, l'administratif, ça n'apporte aucune valeur. Et vous savez, le pire, c'est qu'en fait, ça gonfle les équipes, mais à un point, mais énormissime. C'est-à-dire qu'après, vous avez des problèmes de rétention des talents. Donc il y a vraiment un intérêt, c'est pour ça que j'adore en fait intervenir dans les startups, dans l'écosystème tech, parce que l'énergie, la dynamique que vous pouvez insuffler dans une équipe qui a déjà effectivement des outils qui l'aident simplement à réfléchir, à apporter de la valeur, créer de la valeur pour la fonction finance et pour les départements, mais elle est énorme. Et nous, directeurs financiers, en fait, on y gagne énormément, parce que ce qu'on nous demande, c'est pas effectivement d'avoir pointé vraiment tout, être conforme vraiment à toutes nos déclarations sociales, etc. Aujourd'hui, les outils le font bien. De prendre tous ces petits tickets de caisse, de les mettre dans une petite enveloppe, avec un petit fichier Excel, avec des petits cochages, et l'envoyer directement à l'expert comptable. Tu vois, c'est des délires comme ça, c'est des petits détails qui aujourd'hui, voilà, c'est tout. Tu achètes quelque chose, tu vas au restaurant avec un client, bien entendu, et une fois que tu as la facture, bim, petite photo, c'est directement relié au compte et on n'en parle plus. Et c'est pas ce mail, justement, que ton responsable administratif et financier va te dire c'est quoi cette dépense-là, et toi te dire ah putain, où est-ce qu'il est mon ticket et tout, tu sais plus où il est. Voilà, tous ces petits trucs, bah, ça fait qu'on gagne un max de temps. Et ça s'adapte, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, notamment de ton expérience, Hugo, dans ce monde un petit peu start-up, mais en réalité, quand on parle de technologie financière pour des TPE, PME, on parle vraiment, cette question de se faciliter la vie à la création et dans le cadre de la gestion quotidienne, ça s'adresse vraiment à tout type d'entreprise. Toi-même, tu as créé ton entreprise. Tu as dû le vivre pas uniquement en tant que fonction finance pour le compte d'entreprise, mais aussi à titre individuel pour ton entreprise. Oui, à titre individuel et familial, puisque effectivement, je suis marié à un entrepreneur, donc je suis H24 dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire. Ce qui se passe aussi, je tiens à le dire, parce que nous, fonction finance, effectivement, on nous demande quand même c'est hyper gratifiant en fait de pouvoir apporter des chiffres fiables, argumentés, expliqués à des équipes telles qu'elles soient. Quand je vois et que je retourne en arrière 15 ans avant, où je faisais des rapprochements sous Excel, et que j'ai décidé, il y a un moment donné, on va arrêter parce que la technologie, elle est là, et que les outils, en fait, si on les utilise pas alors qu'ils sont à nos dispositions, c'est frustrant, en fait, en réalité, pour un financier, parce que, en fait, en tant qu'utilisateur, on vit dans la technologie. Donc, être dissocié, en fait, le monde technologique dans lequel on évolue,
et ne pas l'associer au monde technologique, ne pas l'intégrer au sein même de son travail, c'est aussi une erreur fondamentale qu'une entreprise peut faire. Parce que faire des... Ce sur quoi je veux rebondir, c'est que dans la relation CEO, dirigeant et directeur financier, pour l'avoir vécu régulièrement, on nous demande des chiffres fiables. Et nos équipes, quand elles sont juniors ou même seniors, peuvent prendre à des moments beaucoup de temps pour s'assurer de communiquer le bon chiffre, parce qu'une fois que vous le communiquez, il est compliqué de revenir en arrière, de dire « Ah, je me suis trompé ». Et c'est là où, en fait, la technologie, pour l'avoir vécu et de me dire c'est juste énorme de voir des rapprochements automatisés, parce que, attention, on l'a bien paramétré, ça veut dire qu'il y a quand même notre expertise, notre connaissance de ce que l'on veut, ce que l'on attend de la technologie. La technologie est à notre service, c'est pas la technologie qui doit en fait gérer nos enjeux. Et je trouve hyper gratifiant effectivement de travailler main dans la main finalement avec la technologie, parce que réellement elle nous aide à vraiment à 360 degrés, à la fois d'intéresser et d'embarquer, de garder, de réengager nos équipes, mais également d'être nous, en tant que directeur financier, beaucoup plus stable pour annoncer effectivement des chiffres en comité ou auprès d'investisseurs ou de banques quand on doit lever des financements. C'est extrêmement important parce qu'on est challengé sur la moindre virgule des fois. Donc ça dépend des contextes. Et je peux en témoigner pour... du coup, je travaille pour Conto, qui est, on va dire, une ancienne TPE-PME qui a maintenant bien grossi. Et ces challenges-là, on les a aussi dans une fonction financière, on va dire, classique, mature, avec voilà, la notion de transformation finance qui est vraiment au cœur des enjeux. Hugo, tu mentionnais, on va dire, le avant, après 2015-2016. Je ponctuerai juste, après on va prendre on va faire une petite session de questions-réponses. Mais ça me fait penser quand même, malgré tout, à la genèse en fait de Conto, où en fait c'est des gens comme toi, c'est Alex et Steve qui en fait se sont retrouvés dans ta peau, en fait, d'avoir à gérer cette relation avec sa banque traditionnelle, avec les différentes difficultés de gestion financière, et qui en fait se sont dit non mais ok, après une première aventure entrepreneuriale, ils ont listé leurs difficultés et ils ont fini par créer la solution qui leur convenait à eux. Merci à tous les deux pour cet échange. Si ça vous va, on va maintenant faire répondre aux questions auprès de nos invités. Donc je crois que pour les personnes présentes dans la salle, vous pouvez lever la main, il y a un micro. C'est bon. Voilà. Super. Et après, on a les personnes en ligne aussi, donc oui, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Et comme ça, on va aller les prendre et on les posera à l'oral à nos invités. Super. Ah, le stress de parler dans un micro. Alors, moi, ma question, elle serait pour Hugo, mais ça m'intéresse aussi d'avoir tous votre avis. Tu parlais d'une boîte au doigt mouillé, c'est hyper intéressant comme concept. Selon toi, quel est le moment où on arrête d'être une boîte au doigt mouillé et qu'est-ce qu'on met en place pour arrêter d'être une boîte au doigt mouillé? Alors ça, c'est une excellente question. C'est vrai qu'en plus on me la pose souvent, mais moi j'ai essayé de me dire ça serait bien d'essayer de réfléchir à une sorte de playbook, de palier ou quoi pour ça. Mais en fait je pense que ça dépend vraiment des marchés, ça dépend de ton business, ça dépend de tes marges, ça dépend de... Il y a des gens qui peuvent faire 1 million d'euros à 3, il y a des gens qui peuvent faire 1 million d'euros qui sont obligés d'être 20. Donc, là-dessus je pourrais pas trop te dire. Moi j'essaie de me dire que voilà, le stade, on va dire, c'est peut-être au-dessus de 500 000 euros quand tu commences à dire voilà, tu as plus de 40 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, j'étais dans du produit. Pour te donner quelques datas, on était sur des paniers moyens à 1 500 euros, à 30% de marge. Et du coup, quand on a fait 1 million, on était déjà, je sais pas, 4 ou 5, tu vois. Donc c'est le moment où on avait du coup des charges fixes, on avait des charges variables, on avait des fournisseurs que l'on avait le droit de payer à 30%, mais on avait aussi des gens, des grosses boîtes qui nous payaient à 60%. Donc tu vois, c'est le moment où, dans tous les cas, voilà, le doigt mouillé, ça marche plus de dire non mais c'est bon, de toute façon là j'ai les 10 000 balles de lui qui arrivent, donc c'est bon, je peux payer les 7 000 euros d'ici. Enfin,
Tu vois, à un moment donné, dès que tu es sur des chiffres qui sont au-dessus de ces data-là, bah, tu peux plus faire justement doigt mouillé. Ça, c'est la première chose. Et les deux choses à faire pour moi, qui sont deux tableaux, mais tu vois, que je donne à chaque boîte que je crée, qui au début est un simple Google Sheet. C'est franchement, non, il y a 3 tableaux à suivre de manière hebdomadaire. C'est le tableau de suivi de trésorerie, le tableau de suivi des marges et le business plan, du coup, qui calcule vraiment là, ta rentabilité à un instant T. Voilà, c'est un peu ça. Parce que alors moi j'ai le tableau des marges, je peux même dire c'est un peu comme le bébé. Non, c'est juste que dans le tableau des marges, là il n'y a que la marge, il n'y a pas les coûts ou quoi. C'est juste que c'était pour m'obliger à ne plus calculer en chiffre d'affaires, mais à ne calculer qu'en marge. Ça fait beaucoup de mal à mon ego, mais ça a fait beaucoup de bien, beaucoup de mieux, on va dire, à mon expert comptable, à mon banquier, enfin tous ces gens-là qui sont mes amis maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez un avis aussi là-dessus? Oui, non, je suis contente d'avoir entendu Hugo souligner la gestion de trésorerie, parce que oui, cash is king, c'est extrêmement important à un moment donné de cesser de fonctionner à l'intuition, de se dire j'ai tout dans la tête. Il faut vraiment que ce soit posé, suivi, anticipé, j'ai envie de dire aussi, parce que vous avez besoin de savoir, et parce qu'on a la possibilité de savoir qu'est-ce qui va être décaissé, qu'est-ce qui va sortir des comptes dans les 6 mois à venir. Au niveau des charges sociales, c'est autant de choses, c'est extrêmement important de suivre au cordeau ces charges-là, parce que oui, j'en ai déjà vu des entreprises fermées, non pas parce que, comme tu disais, il y a des modèles qui sont excellents, l'offre, elle est excellente. C'est un market fit énorme, c'est-à-dire que l'offre colle au marché. Mais il y a des boîtes qui ferment pour des problèmes de trésorerie, parce que ça a été mal géré, tout simplement, c'est tout. Mais l'entreprise est fermée. Et ça, c'est dommage, parce que, effectivement, il faut être capable de se dire « Attends, non, ce n'est pas ma compétence, ce n'est pas mon cœur de métier, il faut que je m'entoure, parce que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Une entreprise fonctionne, enfin, on n'est pas dans le mécénat, on n'est pas dans l'associatif, donc il faut répondre à ces règles de gestion financière de base que sont la trésorerie. D'autres questions? D'autres questions? Merci beaucoup pour vos 2 interventions. J'ai une question. On dit, alors je ne sais pas du tout si c'est une rumeur ou pas, mais comme l'amour dure 3 ans, il faut toujours avoir 3 mois de trésor d'avance. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte à ce niveau-là? Alors moi, si je peux répondre sur l'amour qui dure 3 ans, j'espère pas, déjà premièrement. Ensuite, sur avoir 3 mois, ça marche là, ouais. Sur avoir le fait d'avoir 3 mois de cash, bah, pareil, encore une fois, ça dépend vraiment des boîtes. Mais après, j'ai envie de te dire, moi, souvent, nous, comme l'objectif, c'est d'essayer d'en avoir 6, tu vois. Mais est-ce qu'on l'a tout le temps? La réponse est non. Donc au moins, en effet, quand on a au moins 3 mois, pourquoi c'est bien? Bah, parce que tu te dis que, sauf encore une fois, si tu es une boîte qui fait des dizaines de millions, ce qui n'est pas notre cas, bon, bah, s'il y a problème de trésorerie là, ou si problème de rentabilité à un instant T il y a, bah, en fait, tu te dis qu'en 3 mois, normalement, si tu n'es pas trop bête, tu vas pouvoir le retourner. Donc c'est pour ça que, par exemple, si tu n'as qu'un mois de trésor devant toi, bah, encore une fois, on est des entrepreneurs, hein, on fait tout pratiquement dos au mur. Mais là, un mois, bah, t'es dos au mur, sa mère, quoi, tu vois, enfin, pour parler vulgairement, quoi. Oui, c'est important, effectivement, de vous dire qu'il n'y a pas de checklist, en fait, dans le domaine, puisque ça dépend vraiment du business. Ça dépend si vous avez des carnets de commandes, si vous avez un chiffre d'affaires qui est récurrent, si vous savez en fait quand est-ce que vous allez encaisser. Et j'ai envie de dire tout ce qui concerne effectivement vos charges. Bien sûr qu'on n'a pas pour vocation effectivement de licencier. Donc de manière responsable, on peut se dire mais qu'est-ce qui rassurerait effectivement tout le monde, de se dire à quel horizon, voilà, mon besoin en fonds de roulement, c'est un nom technique barbare, mais je voudrais juste savoir si je n'ai aucun chiffre d'affaires, mais que je veux garder mes équipes, je veux garder certaines choses, combien de temps je dure, combien de temps je tiens. Et coupler en fait les deux, la vision à la fois du chiffre d'affaires, si on a une visibilité sur un carnet de commandes, sur une récurrence de chiffre d'affaires, et en même temps ce que l'on souhaite en fait, parce qu'après bien sûr qu'il y a de l'intuitif hein, sur le marché, sur qu'est-ce
quelles sont les équipes dont on a besoin, parce qu'on a des équipes effectivement qui sont souvent hybrides, hein, c'est-à-dire qu'on a des personnes en permanent, des personnes flexibles, donc il faut être agile. L'agilité est extrêmement importante à travailler. Et d'ailleurs, je rebondirai là-dessus parce qu'effectivement, on a eu dernièrement un rassemblement du premier réseau en fait, de financiers de France, qui a plus de 3000 personnes, où le top 3 des top 3 en fait, des besoins des financiers aujourd'hui, c'est l'agilité. On a besoin effectivement, avec le CEO, avec les équipes, de bien comprendre le marché pour se dire ok, j'ai besoin de réajuster nos besoins et de savoir quel est le matelas, parce qu'en fait la trésorerie qui nous permet de tenir, c'est constituer un matelas et être capable de le tenir, et auquel cas donner l'alerte si on ne le tient pas, de manière à trouver d'autres solutions pour innover, parce que c'est ça en fait. On a un gros sujet d'innovation où je dois aller chercher des marchés, de pousser des commerciaux finalement à aller conquérir d'autres choses pour la pérennité de l'entreprise. Du coup, juste, moi je voulais peut-être même rajouter juste une dernière chose à ta question. Il y a quand même un truc cool quand tu n'as que 1 mois de cash, c'est que c'est le moment où du coup tu te remets du coup un peu dans les chiffres, donc d'où l'utilité de faire ses tableaux de trésorerie, ses tableaux de suivi de marge, son business plan de manière hebdomadaire, donc vraiment suivi à la semaine. Hein. Si tu le fais sur un Excel, encore une fois, ce qui est mon cas sur les plus petites boîtes qu'on crée, c'est vraiment un tableau avec, il y a 1 mois et tu as 4 colonnes, une pour chaque semaine, les entrées, les sorties. Et quand tu vois que tu n'as que 1 mois de cash, et ben c'est là que ton tableau, tu fais un pas en avant de plus et tu dis ok, où est-ce que ça merde? Déjà, tu vas regarder les coûts, tu dis ok, là on s'est un peu embourgeoisé là-dessus, on paye ça, on va peut-être le cutter. Voilà, ça c'est des premières choses à faire. Tiens, t'as vu là, on avait prévu ce recrutement, on va peut-être faire un pas en arrière. Est-ce qu'on en a vraiment besoin maintenant? C'est qu'on va dire, hein, mais c'est comme ça. Ah merde, tu vois, Quentin, le head of sales, il va nous en vouloir parce qu'on lui avait promis 2 sales, on va finalement lui dire qu'on en prend qu'un. C'est des décisions qui font chier, mal, pardon. Mais du coup, d'avoir ce 1 mois, 2 mois, 3 mois de trésor devant toi, ça permet de prendre des bonnes décisions. Et après, quand même, là, je parlais des coûts, mais on va quand même aussi aller au-dessus. C'est-à-dire, c'est à un moment donné se dire, ok, là, on est en dessous des objets. Pourquoi? Est-ce que notre taux de marge, il a baissé? Est-ce que notre récurrence, si vous avez du recurring, est-ce qu'il a baissé? Est-ce que notre taux de churn, c'est-à-dire les gens qui se désabonnent, est-ce qu'il a augmenté ou quoi? Pourquoi? Et c'est là que tu vas, de manière transversale, encore une fois, ces chiffres, ils doivent être, c'est mon avis, ils doivent pratiquement être au moins partagés à tous vos head-off, selon la taille de votre boîte, donc tous vos responsables de département, et au moins, c'est le moment où peut-être tu vas faire un pas en avant sur ton écran pour prendre des meilleures décisions et repartir. Nous, c'est ce qu'on appelle la politique du pas en arrière pour mieux redémarrer. Merci. J'avais une question. Oui. Bonjour. Est-ce que le fait d'éduquer les équipes des mouvements financiers crée-t-il un sentiment d'appartenance et une plus-value justement dans la richesse créée? Pareil, si je peux répondre là-dessus, clairement. Parce qu'en fait, au moins, ils savent pourquoi ils travaillent, ils savent ce que ça apporte. Hein. On va reparler de ce que je disais tout à l'heure. Quand ils savent qu'on est rentable, que leur travail a payé, du coup, là, ils vont comprendre pourquoi ils vont pouvoir être mieux payés, pourquoi ils vont avoir des primes, pourquoi on va faire des off-sites un peu plus loin que la Normandie. Ils vont comprendre pourquoi on va faire pas qu'une seule fête par an, mais on va en faire une tous les trimestres, pourquoi ils vont avoir plus d'avantages. Par contre, quand on cut ces choses-là, ils savent aussi que c'est pas forcément de leur faute, c'est collectif, le CEO le premier, qui doit être exemplaire là-dessus, et il sait que c'est tout, c'est là, notre travail collectif n'a pas encore payé, on n'est pas encore au niveau, et donc du coup, forcément, on ne va pas vivre au-dessus de nos moyens. Et donc, le fait de le faire de manière collective, ça fait que tout le monde, tu vois, je l'ai vu quand on a fait cette fête, quand on a annoncé les choses, c'est vraiment... c'était un but d'Mbappé, quoi, tu vois, c'était, les gens étaient trop contents, tu vois, c'était la victoire de tout le monde, et pas, ok, c'est juste la victoire de la boîte, ciao, bonsoir, quoi, tu vois. Oui, j'ajouterais effectivement, c'est extrêmement important ces moments-là, parce que c'est important de célébrer, selon moi, ça c'est mon avis personnel, hein, de célébrer effectivement ces succès, à travers des chiffres, des progressions, voilà, c'est extrêmement important, et en même temps, je trouve que quand effectivement on est en dessous des objectifs que l'on s'est fixés, de rebondir sur notre niveau de créativité en tant qu'humain. Quand je dis créativité, c'est pas peindre
ou écrire un bouquin. C'est la capacité à trouver de nouvelles solutions. Parce que c'est là-dessus, en fait, qu'une entreprise peut se dire on est capable d'innover et d'aller chercher, en fait, de sortir de notre zone de confort. Parce que chaque membre, en fait, d'une équipe a besoin, en fait, de sortir de sa zone de confort pour apporter et se sentir utile et donner du sens à ses propres actions. Et je pense que c'est une dynamique qui est recherchée, en tout cas, dans la jeune génération qu'on peut recruter. Merci beaucoup. On va maintenant donc clôturer la conférence. Donc on tient à remercier vraiment tous nos clients pour votre présence aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les témoignages de Christelle et de Hugo. Merci pour leur partage. On peut les applaudir.